Alors on va passer à deux propositions qu'on va démontrer. C'est des inégalités sur les rangs. Alors on peut penser que systématiquement les rangs de toute façon seraient le rang d'une matrice. Et on sait que le rang d'une matrice ne peut pas dépasser le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Sauf qu'ici, le nombre de colonnes correspond finalement au nombre de vecteurs de la famille et le nombre de lignes correspond au nombre de vecteurs dans la base dans laquelle on décompose. Et donc on va voir comment ça se traduit tout ça sans passer finalement par l'écriture matricielle. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme propriété? Si l'espace E est de dimension finie, on a forcément que le rang de la famille ne peut pas dépasser la dimension de l'espace. Et en plus, on a l'égalité lorsque la famille est génératrice. Et l'autre cas d'inégalité, c'est le rang d'une famille de P vecteurs ne peut pas dépasser P. Donc l'espace engendré par P vecteur ne peut pas être plus grand que P. Et il y a égalité si et seulement si la famille est cette fois libre. Donc de la même manière, on va le démontrer. Et on a un résultat qui est en fait plus simple, qu'on peut également citer, c'est que si on a un sous-espace vectoriel F d'un espace ambiant E qui est lui-même de dimension finie, alors l'espace, le sous-espace est forcément de dimension finie, inférieur ou égal à l'espace total, et avec égalité si et seulement si F égale à E. Alors, autrement dit, on peut ajouter qu'il va y avoir une propriété qui est, si on doit démontrer que deux espaces sont égaux, F1 égale F2, deux espaces vectoriels, il suffit de démontrer deux des trois propriétés. Alors, habituellement, quand vous avez une égalité d'ensemble, on fait par double inclusion, c'est-à-dire on démontre que F1 est inclus dans F2 et que F1 contient F2. Alors, en fait, ici, on dit seulement 2 des 3, c'est-à-dire que l'une des ces deux-là peut être substituée par justement, si on a déjà que F1 est inclus dans F2, ça voudra dire que on a déjà que l'un est un sous-espace de l'autre, donc il suffit d'avoir l'égalité des dimensions pour avoir l'égalité des espaces, et inversement ici en symétrisant. Autrement dit, il suffit d'avoir une seule inclusion et l'égalité des dimensions, et on a automatiquement le fait que ce sont les mêmes espaces. Donc ça ressemble à notre caractérisation via la dimension pour les bases. On a le même genre de résultat. Donc à bien penser, si on doit démontrer que deux espaces sont les mêmes, parfois une seule des inclusions est atteignable. À ce compte-là, on peut ajouter la condition sur les dimensions. Donc on va commencer par démontrer la propriété 2.3 qui donne donc si on suppose que l'espace ambiant est de dimension finie, alors tout sous-espace est aussi de dimension finie. Alors pour cela, on peut considérer une famille quelconque que j'appelle L, U1, UP, une famille libre, une famille libre de F, donc on sait qu'il peut y avoir une infinité de familles libres de F, et ce qu'on dit c'est que donc finalement tous ces vecteurs sont des vecteurs de F, mais tous les vecteurs de F sont en particulier des vecteurs de E. Donc c'est aussi une famille libre de E. En général, justement, la propriété famille libre, on a tendance à ne pas préciser de quel espace, parce que la propriété de liberté, c'est une propriété qu'on dit intrinsèque, c'est-à-dire qui ne dépend pas de l'espace ambiant. Et donc, qu'est-ce qu'on sait savoir d'une famille libre? C'est que les familles libres, on peut les compléter en des bases de F. Autrement dit, les familles libres ont moins de vecteurs
on a des bases de E ici, pardon. Donc les familles libres ont moins de vecteurs que les bases de E. Donc finalement, le cardinal, si on veut, de L est inférieur ou égal au cardinal de BE, qui est égal à la dimension de E, avec BE, une base de E. Donc finalement, ce qu'on est sûr, c'est que, quel que soit, et ici c'est donc notre P, on est sûr que les familles libres de F ne peuvent pas dépasser la dimension de E. Autrement dit, toutes les familles libres sont finies. Et ce qu'on sait, c'est que les bases, ce sont finalement les familles libres maximales. Donc pour une famille maximale, famille L maximale, c'est-à-dire en nombre de vecteurs, alors L est également génératrice de F. Et L est une base de F, c'est-à-dire que la dimension de F égale P, ce qui est inférieur à la dimension de E. Et donc, avec égalité, si et seulement si. Alors, dans le cas d'égalité, bon, c'est déjà que la famille L est déjà forcément libre. Mais on sait aussi que le cardinal de L vaudrait la dimension de E. Et donc ça nous fait le théorème de caractérisation des bases, c'est-à-dire si et seulement si L est une base de E. Et à quelles conditions une base de F est une base de E? C'est donc si et seulement si la famille est aussi générateur de E. Sachant que la famille, par définition, elle était finalement génératrice de F. Et là, on dit générateur de E. Et donc, on obtient bien que F, si et seulement si F égale E, dans cette inégalité de dimension. Donc, on va pouvoir maintenant démontrer la proposition 2.2 qui donne donc une borne sur le rang par rapport à la dimension de l'espace et par rapport au nombre de vecteurs. Donc, par exemple, on peut partir sur le fait que le rang de U1 jusqu'à UP ne peut pas dépasser la dimension de E. Pourquoi il ne peut pas dépasser la dimension de E? Par définition, ça vaut la dimension de vect de U1 jusqu'à UP. Mais on sait que le vect, que je peux donner F par exemple, est un sous-EV, un sous-espace vectoriel de E. Donc on peut appliquer justement la proposition 2.3 qui dit que la dimension de F, qui vaut simplement donc le rang de la famille, de vect, est inférieure ou égale à la dimension de E avec égalité si et seulement si F égale E. Et si on réécrit la définition, ça fait si et seulement si E égale vect de U1 jusqu'à UP. Autrement dit, ce qui engendre la famille, c'est E tout entier, ce qui est synonyme de dire inversement, la famille engendre E. Voilà, donc ça c'est la première inégalité, c'est-à-dire c'est forcément inférieur ou égal à la dimension de E
avec égalité si et seulement si la famille est génératrice. Donc on démontre ensuite que le rang d'une famille de P vecteurs ne peut pas dépasser le nombre de vecteurs, c'est-à-dire ici P, avec égalité si et seulement si la famille est libre. Alors ici en fait on a le théorème de la base extraite qui peut nous rendre service. Donc c'est-à-dire on peut partir du fait de l'observation, c'est que on note, encore une fois, f c'est vecte de la famille, et donc le rang c'est la dimension de cet espace-là. Autrement dit, la famille U1 UP engendre f. Donc c'est une famille génératrice, et de toute famille génératrice, on peut en extraire une base. Le théorème de la base extraite dit que on peut en extraire une base. Autrement dit, c'est une sous-famille. C'est P qui sera inclus dans U1 jusqu'à UP, une sous-famille telle que donc B soit une base de F. Autrement dit, on voudrait que le cardinal de B soit égal à la dimension de F. Mais ce qu'on sait du cardinal de B, c'est que c'est une sous-famille, autrement dit, c'est inférieur ou égal au cardinal de l'autre famille, qui est égal à P. Et maintenant, on peut préciser, donc c'est exactement l'inégalité qu'on voulait démontrer, parce que le rang d'une famille, c'est donc la dimension de vecte de U1 jusqu'à UP. Donc ici, on obtient exactement l'inégalité qu'on voulait démontrer. Et ici, il y a égalité dans cette inégalité. Si et seulement si l'inclusion ici est une égalité, c'est-à-dire n'est pas stricte, autrement dit, la base en question avec égalité si et seulement si la base extraite, on est obligé de récupérer tout le monde. C'est-à-dire si seulement si la famille U1 jusqu'à UP, c'est déjà une base de F. Et donc la propriété qui est donc par définition, c'est que par définition elle était déjà forcément génératrice, parce que c'est vecte, autrement dit c'est une famille, c'est justement l'espace qui est engendré par U1 UP, donc inversement U1 UP est forcément une famille génératrice. Par contre la propriété qui est non triviale dans le fait qu'ici ce soit une base, c'est donc que le fait que la famille soit en particulier libre. Donc c'est si et seulement si la famille est libre. Ce qui nous démontre bien la fin de la proposition. Alors on peut traiter l'exemple du sous-espace vectoriel f égale l'ensemble des polynômes de degré O plus n tel que P1 égale 0, autrement dit tel que le polynôme s'annule en 1. Ça c'est un sous-R espace vectoriel de Rn crochet x, et on peut se demander est-ce que c'est déjà un sous-espace vectoriel, et si oui, de quelle dimension. Alors, la manière de faire, c'est par exemple, pour des raisons arithmétiques, on sait que ça c'est strictement équivalent à dire ce sont les polynômes tels que x-1 divise p, et ça nous donne un paramétrage de p, c'est-à-dire les polynômes p s'écrivent comme étant x-1 fois un polynôme q de x pour q étant, alors si p doit être de degré O plus n, alors q est simplement de degré O plus n moins 1. Voilà. Ce qui peut s'exprimer comme étant q est forcément de la forme la somme des ak xk,
donc allant de 0 jusqu'à n-1 pour des coefficients à 0 jusqu'à n-1 étant des réels, ce qui nous donne finalement, si on développe, la combinaison linéaire à coefficient quelconque de x-1 facteur de x puissance k pour justement des coefficients quelconques. Alors ça, c'est une structure qu'on apprécie en algèbre linéaire parce que c'est donc un espace engendré par cette famille-là. C'est-à-dire c'est n'importe quelle combinaison linéaire à coefficient dans R en le premier polynôme, c'est-à-dire qu'on fait k égale 0, x moins 1. Le deuxième, c'est x moins 1 facteur de x, autrement dit, ça fait x carré moins x, etc. Donc le suivant, c'est x cube moins x carré, etc. jusqu'à donc x puissance n. Lorsqu'on fait k égale n moins 1, ça fait x puissance n moins xn moins 1. Voilà, donc on obtient ici que c'est bien un espace engendré, donc c'est un sous-espace vectoriel. Ça permet d'en déduire la dimension de f. Parce que la dimension de f, ça fait donc dim de vect de la famille. Dim de vect, ça vaut le rang. Et la famille est échelonnée en degrés. Donc la famille est libre. Et donc son rang égale à son cardinal. C'est-à-dire il suffit de dénombrer simplement combien il y a de polynômes dans cette famille-là. Et donc il y en a ici de x puissance 1 à x puissance n, il y en a n. Donc au final, le rang vaut n, c'est-à-dire la dimension de f, c'est un sous-espace vectoriel de dimension n dans R n crochet x qui, je rappelle, est dimension n plus 1. Autrement dit, il manque qu'une seule direction pour avoir l'espace tout entier. Alors on peut également traiter des exemples lorsque l'espace ambiant est de dimension infinie. Donc par exemple ici, l'ensemble des fonctions de classe C2 de R dans R. On va prendre un sous-espace vectoriel qui sont les solutions homogènes donc d'une équation différentielle d'ordre 2, y seconde moins 3y' plus 2y. Donc ça en fait c'est une équation qu'on sait résoudre complètement donc, via le polynôme caractéristique. Ici, il est égal à x carré moins 3x plus 2, ce qui se factorise en x moins 1 facteur de x moins 2. Donc on dispose de solutions homogènes génératrices qui seraient y1 de t égale à exponentielle 1 fois t et y2 de t égale exponentielle 2t. Et on sait que toutes les solutions, autrement dit y appartient à f, si et seulement si il est combinaison linéaire, il existe lambda 1 et lambda 2, tel que y s'écrit comme étant lambda 1 y1 de t plus lambda 2 y2 de t. Donc c'est une combinaison linéaire en y1 et y2, et donc c'est exactement la définition qu'on a de tout ce qui est engendré par y1 et y2. On va dire on retrouve la définition du terme solution homogène génératrice. Et le mot générateur, on peut lui donner ici un sens.
Alors, de ce fait, f est simplement engendré par deux fonctions, y1, y2. Donc, vu qu'il est engendré par une famille finie, f est de dimension finie. Et comment on va faire pour avoir la dimension finie? On peut se ramener à quelque chose qu'on a démontré, c'est que on obtient la fonction exponentielle t exponentielle de t. Ici, on peut simplement dire que ça constitue une famille libre. Et si ça constitue une famille libre, c'est que la dimension, qui est donc égale au rang de la famille, c'est égal à 2 car la famille est libre. Donc une équation différentielle homogène d'ordre 2, c'est un espace vectoriel de dimension 2 dans ce cas-là, mais en fait c'est un résultat qui est en vrai en général sans aucun problème. Et donc c'est pas parce que l'espace total est de dimension infinie qu'un sous-espace, lui, ne veut pas être de dimension finie. Et lorsqu'il est de dimension finie, on peut calculer sa dimension, et c'est très souvent à l'aide du rang, car on va pouvoir dire que c'est la dimension d'un vecteur, et donc simplement calculer un rang d'une famille.